c'est vraiment le choix du site et le design de votre plantation qui est le sujet cette semaine. Ça, c'est les deux prochaines après celui-là. Le jeudi prochain, ça va être le choix de vos essences et la plantation. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui a trait à, un aperçu de ce qui a trait à votre site et l'idée du design de votre plantation. Tout ce qui a trait au choix, quelle espèce, quoi utiliser, quel arbre, arbuste, vivace même, ça c'est la semaine prochaine. Et l'idée de la plantation, alors comment faire une plantation bien simple mais qui fonctionne bien. Et la troisième semaine, on va voir l'entretien, les alliés de la nature et la taille de formation et d'élagage. Alors ça va être la série. Alors, qu'est-ce que ça implique le choix du site? On va voir la pente. Alors, je ne sais pas si... Écrivez-moi s'il y en a qui sont en pente. Vous êtes sur le bord d'une colline ou d'une montagne. L'orientation, ça c'est dans quelle orientation vous avez votre site. Le type de sol, très important, ça c'est primordial. Le vent, et le vent dominant, parce qu'il y a quand même le vent, par certains endroits, peut être une considération, et l'idée d'une haie brise-vent. Pour le design de votre plantation, on va voir monoculture versus polyculture. Alors, ça, pour moi, c'est bien important de comprendre et de considérer la différence entre les deux. La plantation en rang ou en talles, donc c'est des façons de faire. Il y a quand même plusieurs façons qu'on peut planter. On va voir les trios de fruitiers, l'orientation nord-sud ou est-ouest. Ça va compléter un bon départ pour savoir qu'est-ce que ça implique? Si jamais vous étiez dans une pente, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les pochettes de gel. Alors, les endroits où l'air froid va s'accumuler. L'air froid coule un petit peu comme, c'est pas comme de l'eau parce que c'est pas aussi rapide, mais c'est un peu comme de la mélasse diluée. Donc, l'air froid va se ramasser dans tout endroit qui est bas. Et ça inclut aussi si jamais vous avez une haie ou une série d'arbres ou un boisé en bas d'une pente, bien ça aussi, c'est un endroit où le froid s'accumule. Et le froid, le problème pour les fruitiers, c'est qu'on peut avoir un gel complet de toutes les fleurs. Imaginez ça, c'est une pente et vous avez l'air froid qui s'est accumulé ici dans le bas, dans cette baissière. Eh bien, ces arbres-là peuvent être en partie ou presque complètement gelés. Toutes les fleurs peuvent être gelées, donc vous auriez peut-être quelques fleurs dans le haut de l'arbre. C'est l'endroit qui est le plus froid à éviter. L'endroit sur le haut de la colline est aussi à éviter si vous avez l'option parce que le vent, bien sûr, va être le plus élevé à cet endroit-là. Le meilleur, l'endroit le plus tiède, c'est la mi-pente. Et ça, c'est vraiment l'endroit idéal pour mettre des arbres fruitiers. C'est l'endroit des classiques, des vergers ou même de vignobles. L'air froid qui descend une colline peut être capté par une baissière. La même chose, si c'est bas, et elle n'est pas là. Elle ne plantez pas là. C'est sûr que c'est l'endroit où que ça va geler. Et même un endroit où, si jamais c'est une pente, vous avez une barrière solide. Alors, ça, c'est l'idéal. Vous êtes... euh, ah, Maxime, tu dis que tu es dans une pente. Pas dans le plus froid, je dirais qu'on est dans le tiède. Ah, mais ça, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. On veut le flanc d'une colline ou d'une montagne avec rien en dessous, aucune forêt au bas du verger ou de la plantation. Ça, c'est les endroits classiques. Il y a une raison qu'ils sont plantés là parce que ça fonctionne. Il n'y a pas
autant de risques de gel et c'est vraiment les endroits idéaux. L'orientation maintenant, c'est habituellement dans notre climat, c'est meilleur avec une orientation vers le sud. Comme vous avez vu ici, ça c'est vraiment plein soleil, c'est ça. Essayez d'orienter vers le sud, vers le sud-ouest ou vers le sud-est. Ça c'est pour la chaleur et la longueur de la saison. Essayez d'éviter le côté nord d'un édifice et peut-être même de, peut-être même le côté nord d'une colline. Il y a des exceptions, mais généralement, au Canada, le côté nord, c'est pas l'endroit préféré. Pour le choix de votre site, je vous dirais choisir le meilleur site parce que les arbres vivent longtemps. Donc, vous allez planter et les arbres vont être là pendant longtemps. Ça, c'est une partie de notre verger. Et c'est pas idéal. On est dans la plaine du Saint-Laurent. C'est plat, mais il n'y a pas beaucoup de vallons dans notre coin. Alors, c'est pas l'idéal, mais étant donné que tout est plat, bien, c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on a trouvé. Mais si vous avez le choix, bravo Maxime, c'est vraiment l'idéal, c'est d'être dans un bon site, le meilleur que vous pouvez utiliser, ou sur le terrain. L'idéal, c'est de choisir le meilleur site sur le terrain. Alors, le type de sol maintenant, la clé, et ça, de loin, la clé la plus importante, c'est bien drainer, un bon drainage. Si votre sol a tendance à avoir des flaques d'eau après chaque pluie, ça, je dirais, c'est probablement pas idéal. 4 à 6 pieds, 1,2 à 2 mètres sans nappe d'eau, ça, c'est vraiment l'idéal. C'est ça que vous visez le plus possible. Évitez les grosses glaises, et je sais qu'il y a quand même beaucoup d'endroits qui ont des glaises. Ça, c'est pas l'idéal. Oups. Un loam sablonneux et graveleux, c'est le meilleur. C'est là souvent sur les flancs de montagne, c'est ça, ce type de sol qui fait les meilleurs sites à verger. Si c'est ça votre situation, mais je dirais creuser un peu plus. Si vous vous rendez à un demi-mètre ou un peu plus, puis il y a déjà une flaque d'eau dans le fond, c'est c'est pas ça qu'on recherche. La surface que l'arbre va pouvoir s'enraciner n'est pas énorme. Parce que vous voyez le bas ici avec comment c'est saturé, même si ce n'est pas dans l'eau, mais c'est complètement saturé pendant longtemps, eh bien, ça veut dire que votre sol a peut-être un demi-mètre seulement à la nappe d'eau, ce qui n'est pas assez. L'arbre va survivre, mais il va probablement avoir des problèmes et souvent, ce qu'on voit, c'est des maladies qui surviennent beaucoup plus. Si c'est ça sur votre site, un trou, ah, ben il y a de l'eau, allez chercher ailleurs, creuser un peu plus. Si les équipements ou la machinerie se, se prend dans la boue, et ça, c'est vraiment à éviter. C'est sûr que ce pas des sols qui sont propices. La colline ici, par contre, ça pourrait être un endroit qui pourrait être intéressant. Les sols inconvenables, c'est trop humide, euh, vraiment trop humide, peu profond avec un sol compact. Ça c'est pas idéal. On veut compact, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'air. Et les arbres fruitiers ont besoin d'air, comme beaucoup de plantes d'ailleurs, mais les arbres fruitiers surtout. Une texture très fine et extrêmement grossière, c'est pas l'idéal non plus, mais c'est moins pire, je dirais, qu'un sol compacté et vraiment là, ça, ça peut être mortel. Il y a des espèces qu'on peut mettre en verger comme les cerisiers que aussi peu que 2 heures va commencer, 2 heures inondées en période de croissance, les arbres vont commencer à mourir.
Alors, ils sont vraiment pas tolérants à des inondations et ça, c'est des asphyxies de racines. Il manque d'air, ça peut être mortel. C'est ça qu'on cherche. Alors, gardez celle-là en tête. Un sol qui est convenable, c'est un sol qui est bien égoutté. Vous voyez, dans le fond, il n'y a pas d'eau. C'est un sol profond, la texture moyenne. C'est pas de la grosse glaise et c'est pas du sable très fin ou juste de la garnotte. Ça, c'est des sites qui sont vraiment bien. Et vous voyez qu'on se rend à 1,5 mètre là, sans aucune eau. C'est ça qu'on cherche. Et c'est ça votre ami. Ayez pas peur de sortir une pelle et de creuser. Ayez pas peur de voir comment ça peut fonctionner. Euh, Essayez, si vous voyez de l'eau dans le fond, allez 50 pieds, 100 pieds plus loin et creusez de nouveau. C'est vraiment le sol est critique au succès à long terme de votre plantation. Si vous avez beaucoup d'endroits et beaucoup de trous possibles à faire, bien peut-être une tarière et vous pouvez même louer des tarières à la main. J'en ai fait pour des plantations où on a fait le gros du trou avec une tarière. Ça aussi, ça va. Mais ayez pas peur de creuser et de descendre pour voir qu'est-ce que ça a de l'air, votre sol, à cet endroit-là. Si vous n'avez pas 1,2 à 2 mètres, sans nappe d'eau. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, j'ai pas ça, c'est ça que j'ai comme site. Bon, il y a quand même des possibilités, ça engendre beaucoup plus de travail, mais vous avez à soulever le sol, faire une butte. Si votre sol ici vous rend à peine 60 centimètres et vous cherchez 1,2 mètres, bien, dans ce cas-là, vous soulevez, vous relevez le sol et vous ajoutez du sol ou vous prenez du sol d'une partie et vous le mettez dans les buttes de 60 centimètres. Ah bien là, vous avez 1,2 mètre du haut de la butte jusqu'à la nappe d'eau. Alors, c'est un moyen possible vous pouvez faire sur des buts là, de toutes sortes de formes, mais ça peut fonctionner. Si vous avez un site que vraiment c'est trop humide, ça peut vraiment bien fonctionner. Et c'est même ce qui est fait en vergers commerciaux parfois. C'est plus de travail, c'est plus de coûts, mais si c'est le site et si c'est là qui vraiment qui veulent faire la plantation, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont décaper l'allée, ils vont enlever une couche ou une quantité de sol ici, souvent soit avec un tracteur, avec une gratte, avec un bulldozer, et ils vont tout simplement décaper ici, puis le mettre dans la rangée des arbres. Alors, la même chose, c'est une butte, mais sur toute la longueur dans un verger. Alors, ça peut être fait. C'est sûr que ça engendre une étape de plus. Donc, encore là, le bon choix du site est vraiment primordial. Sinon, on doit faire pour que ça soit mieux. Imaginez un verger urbain, même en pot, ou en smart pot, ou en caisson, en contenant. C'est possible, c'est pas recommandé. Mettre ça dans un stationnement, ben, c'est l'extrême. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont mis des vergers en pot comme ça. C'est une solution. C'est pas la meilleure, peut-être, mais si c'est ça que vous pouvez faire, c'est soulever, c'est comme faire une butte, mais individuellement pour chaque arbre et plantation autour. Alors, ça peut être fait, ça peut fonctionner et c'est fait parfois, mais à considérer, c'est sûr encore, meilleur site possible, c'est idéal. Pour le site, pour vraiment que le site soit bien le vent dominant, on doit considérer. Essayez de choisir un site avec une haie brise-vent existante à l'ouest. Si c'est, je pense que c'est tout le monde au Canada, le vent dit dominant vient de l'ouest.
regardez, c'est quoi la direction, le vent dominant? C'est généralement entre le sud-ouest et le nord-ouest, quelque part dans ces cadrans-là, c'est là qu'on voit le vent qui est dominant. Je vous donne un peu de devoir. Vous pourriez regarder ça dans le PDF, mais c'est les données de euh, Environnement Canada qui donnent vos euh, normales de climat. Et ça, c'est important pour votre site, mais pour la région, mais pour le site. Alors, sachez c'est quoi le vent dominant. Ça, c'est un élément à connaître parce que c'est sûr que vous pourriez mieux situer votre protection ou votre haie brise-vent ou vos premières rangées pour atténuer ce vent-là. La température minimale, et ça, je vous dis, c'est extrêmement important à connaître. C'est quoi l'extrême? Et le mot extrême, c'est bon. C'est quoi le plus froid qui a fait sur votre site, idéalement, ou près de votre site, dans les derniers 30 années ou 40 années? Euh, Nous, l'année qu'on a acheté le verger, on a eu un extrême minimum. On a atteint -38 Celsius, qui était, pour notre site, qui était extrême, et ça a tué 25% de tous les arbres dans le verger. Ça, c'était 1 000 arbres. Je peux vous dire que c'est une bonne initiation à tout le métier de verger. Il y a des arbres qui ne toléreront pas l'extrême minimum et ils vont tout simplement mourir. Essayez de faire des pêches hors région, mais le pêcher va tout simplement mourir. Et c'est quoi l'extrême? Ben, l'extrême minimum pour la pêche est à peu près -28. Donc, essayez pas de faire des pêches si vous atteignez -34 régulièrement. Trouvez votre extrême minimum, trouvez les précipitations. Et pour précipitations, c'est combien de précipitations et quand est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils sont réguliers? En moyenne, est-ce qu'on a une pluie à tous les 2 semaines? Est-ce qu'on a une pluie à tous les mois pendant la saison de croissance? C'est bien important à connaître. Et l'autre, c'est les jours de gel, sans gel moyen. Jour de gel, oui, mais le jour sans gel, c'est ça qui va donner la saison. Est-ce que vous avez 100 jours de croissance sans gel? Avez-vous 120? Avez-vous 150 jours sans gel? Ça vous donne votre saison et c'est ça qui détermine en grande partie la zone de rusticité. Alors, voyez les zones de rusticité, regardez sur la carte et identifiez votre site. Qu'est-ce que c'est la zone de rusticité? Et ça a changé depuis 30 ans. On a avancé d'une demi-zone depuis 30 ans parce qu'en général, il y a eu un, un peu plus chaud. Donc, ça, c'est important à connaître. Vous êtes en quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent quelle est votre zone de rusticité? Écrivez-les dans le petit discussion, le chat. C'est quoi le mot pour chat en français? Chat A, Maxime. OK. Les autres. Si vous ne savez pas, c'est bien. C'est ça l'idée de connaître. C'est quoi votre zone? 3B, on commence à perdre des possibilités. Et c'est effectivement ce qui arrive. Plus votre zone de rusticité, le numéro est petit, moins vous avez de choix dans les espèces et les cultivars même que vous pouvez utiliser. Et maintenant, alors on sait vous allez faire vos devoirs. Une haie, c'est très bien. Au moins, vous avez une haie, c'est excellent. Mais plusieurs haies, ben ça, c'est encore mieux. Et ça, c'est plus dans les prairies. J'imagine, euh, Evelyne, vous avez sûrement des zones au Manitoba que c'est essentiel, mais c'est plus juste dans les prairies. Il y a beaucoup d'endroits au Québec et en Ontario qui sont beaucoup, beaucoup déboisés. C'est de la grande culture et le vent est pas du tout atténué. Ça prendrait une haie brise-vent ou des haies brise-vent. 6A, Élise, wow! Ça, c'est choyé.
Ça, c'est choyé. La possibilité de faire des pêches, absolument. Evelyne, oui, zone 3. Règle générale, l'effet brise-vent, c'est 10 fois la hauteur. C'est quoi? Mais si votre haie est à 10 mètres de haut, ben 10 fois 10 mètres, c'est que l'effet brise-vent peut aller jusqu'à 100 mètres. Donc, une haie vous donne 100 mètres plus ou moins de protection. Et ça varie. Si vous avez une clôture solide, c'est pas aussi efficace parce que vous avez beaucoup de tourbillons qui se passent et vous allez même avoir des zones qui sont plus venteuses à cause de l'effet solide. Donc, ce qu'on veut le plus possible, c'est une clôture ou une plantation, une haie, souvent des arbres, ils sont plus poreux que solides. Alors, vous pouvez avoir 50% de porosité, c'est-à-dire que 50% du vent passe et il est atténué. Et l'effet brise-vent peut aller même un peu plus. Mais en règle générale, on considère à peu près 10 fois la hauteur. Et donc, ce qu'on ne veut pas, c'est aucun vent, on veut moins de vent. Donc, c'est ça l'idée de une clôture qui est poreuse. C'est vraiment une haie des plantes. Et si vous n'avez pas ça, bien, peut-être vos premières une ou deux rangées dans le verger vont servir ou pourront servir d'effet brise-vent, qui est très important, mais le choix des essences que vous allez utiliser dans ces premières rangées-là peut changer. On a vu la pente, l'orientation, le type de sol, le vent dominant et la haie brise-vent. Voyons maintenant le design de votre plantation. Qu'est-ce qui est à considérer? Ah, étirez-vous 5 secondes, 10 secondes. Ah, ça fait du bien juste de bouger un petit peu. Le vieux dicton dit que la tête ne peut pas absorber plus que les fesses peuvent endurer. Donc, important de dégourdir un peu. Monoculture versus polyculture. Ça, c'est la première plus importante distinction et c'est la plus importante distinction pour le design ou le choix de vos espèces. Mono veut dire une espèce. Nous, on a commencé notre péripétie d'aventure de verger avec un verger de pommes, 4000 pommiers, toute la même chose. Ça, c'était une monoculture. Et on a presque tout arraché ce verger-là pour le remplacer à une polyculture. Et la différence, vous allez voir dans les 2 prochaines semaines, c'est quand même remarquable combien que ça fonctionne mieux sans intervenir. Alors, polyculture, c'est simplement, on essaie de simuler plus ce qui est en nature. Marcher dans un parc naturel, vous n'aurez pas ça, toutes les mêmes espèces, à moins que ça soit une plantation. Et vous dites, oh, regarde, c'est toutes des pins. Oui, mais ils sont plantés. Parce que naturellement, vous allez avoir une forêt qui peut être de pins avec une, deux, trois, quatre, cinq espèces. Alors, elle peut être dominée par des pins, mais il y a beaucoup d'autres espèces à l'intérieur. Et c'est ça qu'on essaie de simuler dans le verger, c'est l'idée de multi-espèces, beaucoup plus que juste de la pomme. Et ce qui arrive avec monoculture, voici un peu les quelques effet qui arrive, c'est que les ravageurs se dispersent facilement d'arbre en arbre. Alors, quand nous, notre plus grand fléau, c'était ça, les chenilles à tente. Et effectivement, quand ils commençaient dans un arbre, et après qu'ils aient mangé le premier arbre, ils se dispersaient facilement au prochain arbre, qui était un autre pommier et un autre pommier du même cultivar, encore pire. Alors, il n'y a rien qui empêche les ravageurs de se disperser. L'augmentation des ravageurs est vraiment facilitée dans cet agencement ou dans ce design de plantation-là. Il y a moins d'habitat pour les insectes bénéfiques. Et ça, c'est plus j'en fais, plus je vois combien
La nature veut nous aider et si il n'y a rien pour ces bénéfiques-là, mais nous, on doit intervenir. Et une espèce d'arbre, si vous avez tout la même chose, ça demande les mêmes nutriments en même temps. Et le maximum du besoin euh, en certains nutriments, c'est pendant la floraison. Alors, imaginez en floraison, oui, c'est très beau, vous avez tous les arbres en fleurs, mais c'est beaucoup plus probable que vous allez avoir une carence de cet élément-là, que tous les arbres cherchent ça. Et c'est pas pour rien que dans la nature, on voit pas ça, la monoculture, toute la même espèce très souvent, parce que les plantes ne réussissent pas aussi bien avec ces manques-là. Tandis qu'en polyculture, qu'est-ce qui arrive? Bien, les ravageurs, ils se dispersent lentement ou pas du tout. Ils sont souvent isolés sur l'arbre sur lequel ils commencent. L'augmentation des populations de ces ravageurs-là va être vraiment ralentie ou arrêtée. Alors, autant que nous, avant, les chenilles, c'était le plus gros problème, maintenant, je suis excité d'en voir. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que c'est comme différence quand on essaie de produire des arbres fruitiers, d'être excité par un insecte, parce qu'on sait qu'est-ce que c'était avant et que maintenant, ce n'est pas un problème du tout. Il y a plus d'habitats pour les insectes bénéfiques. Peut-être ils aiment l'autre espèce que celui que vous avez devant vous. Et donc, il y a des endroits pour que eux, ils habitent. C'est des habitats et vous allez en avoir plus. Et différentes espèces d'arbres, ils demandent différents nutriments. Alors, une carence d'un élément est beaucoup moins probable parce que même la floraison peut être étalée sur un mois. Alors, les arbres ont le temps de réaccumuler les nutriments qu'ils recherchent entre ces périodes-là. Ajouter des arbustes fruitiers, des légumes vivaces, des fines herbes et des vignes. Alors ça, c'est ça l'idée d'une polyculture. Vous avez une différence des arbres, ça c'est un début, mais vous avez aussi une différence d'autres espèces et ça c'est vraiment un atout. Vous pouvez faire ça en ajoutant des strates. Alors, le rendement total va être augmenté. Vous avez des arbres fruitiers, peut-être des arbustes fruitiers en dessous, des vivaces qui sont comestibles ou des fines herbes ou autres. Vous pouvez avoir des grimpants sur les arbres, idéalement pas sur les arbres fruitiers, sur les arbres accompagnateurs ou ce que j'appelle les arbres fixateurs d'azote. Et vous pouvez avoir des cultures qui sont à racines que vous pourrez aussi récolter. Et il y en a d'autres, je passe, mais il y a d'autres niveaux ou d'autres éléments qu'on peut ajouter. Alors, imaginez juste, bon, voici des oignons en dessous des arbres. Mais encore plus que juste être des oignons, ce sont des oignons qu'on a plantés une fois dans 15 ans et qu'on récolte à chaque année. Parce qu'on ne récolte pas toute la talle, on récolte tout, on essaie de laisser deux bulbes d'oignons dans chaque endroit et on récolte à perpétuité. On récolte déjà, mais c'est incroyable. Ça n'arrête jamais. C'est une plante vivace. Et ça, c'est des oignons égyptiens. La même chose avec rhubarbe. Un rhubarbe réussit bien en dessous des arbres fruitiers, idéalement un peu plus sur le côté sud de l'arbre, mais ça, c'est quelque chose. Quand j'ai travaillé au Manitoba, la rhubarbe réussissait très bien. C'est une plante printanière, donc partout au Canada, que vous faites des arbres ou arbustes fruitiers, vous pourriez ajouter de la rhubarbe. Des ciboulettes, ben, il y en a en ciboulette, oui, et ciboulette ail aussi. Alors, c'est des espèces, ça, que s'il vous plaît, essayez d'en avoir. Vous allez voir, votre cuisine va changer. Et c'est très productif, très facile à faire, à ajouter. Maintenant, la plantation, est-ce que c'est en rang ou est-ce qu'on met ça en talle? De quelle façon on agence ça? Je vous dirais, ça dépend de votre site.
Ça dépend du nombre d'arbres que vous voulez planter. On va en planter 6. Bon, mais 6, ça peut être agencé autrement qu'en rangée. Euh, Quel est l'accès que vous avez besoin et quelle est la fréquence de l'accès ou des visites que vous allez faire? On passe à tous les semaines. Bon, mais si c'est tous les semaines, c'est différent qu'on passe là 2 fois dans l'année pour la récolte. L'Iran, c'est plus traditionnel, si on veut. C'est le modèle le plus facile d'accès. Pour un modèle mécanisé, les rangs, il y a des grands avantages, mais ça n'a pas besoin d'être des rangs droits. Ça peut être des rangs courbés. En France, on a même vu des vergers circulaires. Alors, c'est quand même en rang, mais le rang fait un cercle complet. Il y a toutes sortes de façons d'agencer selon votre site, mais aussi selon ce que vous voulez faire avec. Ça n'a pas besoin de ressembler à un verger. Ce que je vous conseillerais, par contre, c'est d'éviter une talle où les arbres se touchent sur tous les côtés. Et ça, c'est important. Si les arbres se touchent sur tous les côtés, ça va favoriser la croissance en hauteur. Les arbres vont monter pour aller chercher le soleil, euh, et vous allez avoir une perte de branches basses. Graduellement, votre arbre va perdre ses branches basses et la production va se retrouver au bout de l'arbre qui est rendu hors d'accès. Alors, pensez les récoltes futures. Si vous voulez pouvoir récolter jusqu'au sol même, là, je veux dire, une branche peut plier et toucher le sol avec des fruits. Mais ça donne accès, même pour les plus petits enfants, qui ont accès aux fruits pour récolter, ce qui est quand même très plaisant. Et ça, c'est quand même un modèle qui ressemble un peu plus au jardin-forêt, euh, au food forest en anglais, pour les milieux subtropicaux et tropicaux. C'est un modèle qui est excellent parce qu'il ne manque pas de soleil. Mais nous, au Canada, on n'a pas d'endroit où on a un excès de soleil. Donc, essayez d'éviter que les arbres se touchent partout. Ils peuvent se toucher sur deux côtés, mais tout autour, c'est pas recommandé pour notre climat. Planter en W ou en quinconce, ça, c'est une autre possibilité. Le côté nord, vous pourrez avoir vos plus grands arbres. Et le côté sud, vous pouvez avoir les plus petits arbres ou les grands arbustes ou même les plus petits arbustes si vous avez vraiment un manque de soleil. Alors ça, c'est une autre façon. Ça permet le passage, mais vous avez quand même, et ça peut être plus loin ou plus proche un de l'autre, ça permet d'autres agencements possibles. La plantation en C, c'est tout simplement de faire on appelle ça aussi des pièges de soleil. Vous plantez ça avec le soleil, le sud vers nous. Donc, le soleil, il rentre complètement dans le fond du C pour être bien éclairé. On peut répéter, on peut avoir un C, un autre C, un autre C, un autre C qui se touchent un à l'autre. Il n'y a pas de limite sur les façons que vous allez agencer, mais il faut toujours considérer l'accès et la récolte. Les trios de fruitiers maintenant, ben c'est quoi? Ben c'est basé sur le modèle permaculturel, oui, qu'on utilise des arbres fixateurs d'azote en plus des arbres fruitiers. Et ça, quand j'y pense maintenant, c'est tellement logique. La nature le fait tout le temps. Même vous avez ça dans la pelouse. Si vous avez du trèfle avec votre herbe, bien, le trèfle, c'est les fixateurs d'azote en plus de l'herbe. Et la même chose s'applique pour les arbustes, s'applique pour les arbres. Souvent, les fixateurs d'azote vont être la première vague d'arbres. Les aulnes au Canada, c'est parmi les meilleurs fixateurs d'azote et ils sont très bien à combiner avec des arbres fruitiers pour améliorer le sol. Vous n'avez pas ou peu besoin de fertilisation. C'est ces arbres-là qui servent le plus grand d'améliorateur du sol.
Ça maximise en même temps la biodiversité des arbres parce que vous n'avez plus l'idée de monoculture juste d'arbres ou d'une espèce. Vous pouvez avoir plusieurs espèces d'arbres à fruits ou d'arbres à noix ou d'arbustes à noix en plus d'arbres fixateurs d'azote. Ça va vraiment minimiser les problèmes de ravageurs. Donc, on, on ne s'achète pas du travail pour le long terme. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'emphase sur le choix du design que vous faites, l'idée de polyculture. Moi, je pense combien de temps que je suis sauvé parce que j'ai installé le verger avec des trios. Oui, je recommande ce modèle-là. C'est ça que j'ai commencé avec. Et au début, dès le début, c'était planté comme ça dans le modèle du verger. Ce que je faisais, j'avais des fixateurs d'azote. Ensuite, je mettais un pommier, ensuite un poirier ou un prunier. Et le schéma du premier verger, c'était ça. Et quand j'écrivais sur le plan, j'avais un N, un A, un P, et ça se répétait NAP, NAP. J'ai dit, hey, si ça fonctionne, NAP en anglais, c'est aller prendre un nap ou une sieste. Et j'ai dit, si ça fonctionne, je vais pouvoir prendre une sieste. Et effectivement, à long terme, c'est ça qui est arrivé. Maintenant, on passe une demi-journée en moyenne par semaine à entretenir tout le verger. Alors, ça réduit énormément le travail parce que ce qu'on fait, qu'on simule tout simplement ce que la nature essaie de faire. Et la nature, ensuite, nous aide dans beaucoup de choses et ça réduit énormément le travail et l'intervention nécessaire. Dernière chose, l'orientation. Est-ce qu'on oriente moindrement si vous utilisez des rangées ou des allées? Est-ce que c'est orienté nord-sud ou est-ouest? Mais étant donné que généralement le vent fort vient de l'ouest, et si vous n'avez aucun brise-vent, utilisez une orientation nord-sud, parce que les premières rangées serviront comme brise-vent. Et généralement, dans notre climat, je préfère maintenant une orientation nord-sud. Ça permet le soleil qui atteint partout entre les allées, les rangées. Alors, c'est une bonne orientation à choisir pour si vous avez l'option. Pas toujours facile à choisir cette option-là, mais si vous avez l'option, essayez nord-sud. Vous allez voir de très bons résultats. Donc, on a vu ceux qui sont en pente, Maxime, les autres, si vous êtes en pente, c'est idéal. Orientation sud, idéal. Le type de sol, c'était quoi? C'était un sol profond, bien égoutté, vraiment bon drainage, c'est le plus important. Un vent dominant, ben faites vos devoirs, mais je présume que vous allez trouver ouest, nord-ouest, ça va être votre vent dominant. Pensez à ais brise-vent ou les premières une ou deux rangées qui vont servir comme ais brise-vent. Et peut-être à répéter. Nous, dans le verger, on a une haie brise-vent, une série de rangées, ensuite une autre. On a pris quelques rangées dans le verger, deux rangées pour servir de deuxième haie brise-vent pour que tout le verger soit couvert du vent. Le design, s'il vous plaît, considérez polyculture. Je vous dis, j'ai fait l'expérience des deux. J'avais un verger, j'avais fait monoculture, j'ai fait bio et polyculture, c'est tellement plus simple. Choisissez rang, tal, au, au choix, mais absolument essayez de prioriser des trios et essayez aussi de choisir une orientation nord-sud au lieu de est-ouest. La semaine prochaine, on va voir le choix de vos essences et la plantation. Donc, tout ce qui a trait à quoi planter, bien, c'est là qu'on va voir et comment planter. Avez-vous des questions? Je vous donne un autre petit devoir. Allez voir une petite vidéo qui résume euh, un exemple de notre verger, là, pour vous donner une idée comment ça fonctionne, l'idée d'une polyculture.
C'est très bien fait. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. On espère que vous en avez profité de ces infos. Et maintenant, il y a une quinzaine de minutes qui restent. S'il y a quelqu'un qui veut se présenter, demander une question ou donner des détails sur son projet de plantation, allez-y. Vous pouvez parler à vive voix ou écrire dans le chat. Moi, j'ai peut-être deux, trois petites questions rapides. Vas-y, Maxime. Quand tu parlais de 4 à 6 pieds sous 100 abdos, là, on parle, disons, une semaine où il n'y a pas eu de pluie trop, ou pas au printemps, en été, sans Écoute, pluie. si au printemps, maintenant, tu creuses puis tu as quatre, mais tu es absolument prêt pour... c'est bien. Ouais, Si c'est rendu plus, je dirais, mi-mai et que là, tu l'as, c'est aussi bon. Parce qu'il faut penser en saison, selon toi, la région, c'est le moment que les feuilles sortent. Parce que quand l'arbre est encore dormant, il peut tolérer plus. En ok. hiver, écoute, en hiver, si on a un dégel, c'est normal. Même moi, j'ai des fois des flaques d'eau dans le verger en hiver. Mais le sol est gelé. Alors, le sol est gelé, les arbres ne le ressentent pas. Quand c'est la période verte, par contre, essaie de penser entre, disons, mai à début octobre. Là. Dans ces périodes-là, tu veux vraiment que les arbres ne manquent pas d'air. Parce que l'eau. L'eau est très bon, mais l'eau pour les racines va dire que des fois, ton arbre manque d'oxygène. Et c'est un peu comme nous. Essaie de tenir ton souffle 10 minutes, tu vas trouver ça dur. Et certains arbres, si on prendrait la gamme, peut-être je vais le mentionner la semaine prochaine, mais on part de cerisiers, abricots, qui sont les moins tolérants à l'eau. Là, vous allez avoir prune, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus tolérant. Ensuite, on tombe pomme, qui tolère plus. Et le dernier, c'est poirier. Les poiriers peuvent se retrouver dans les sols les plus humides. Et là, je dis, ils vont tolérer, mais ce n'est pas préféré. Alors, si le sol est plus lourd ou si c'est plus humide, c'est le poirier va être ceux qui vont quand même performer dans ces conditions-là. Si tu as de l'eau à 30 centimètres, même le poirier, écoute, c'est trop, là. Et ce qui va arriver, moi, je peux circuler dans un verger, puis je peux te dire la nappe d'eau, juste en voyant combien certaines espèces sont maladifs. Et c'est juste ça, c'est que l'arbre va indiquer qu'il est stressé. Quand il est stressé, les insectes, les maladies viennent beaucoup plus. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est éviter du stress pour long terme. Parce que là, vous êtes au stade où vous allez choisir et choisir le meilleur site, c'est penser qu'est-ce qui va le moins stresser l'arbre. Parce que long terme, un arbre stressé, c'est des insectes, c'est les maladies, c'est manque de floraison. Tout tombe comme conséquence d'un site qui n'est pas idéal. Ok, merci. Juste un point aussi, là, on parle principalement là, de fruitiers, mais souvent on n'a pas le choix pour les sites, mais il y a plusieurs arbres, puis même certains carriers, par exemple, qui poussent très bien dans des sols mal drainés. Alors, faut pas laisser tomber. C'est sûr, je ne planterai pas un pommier dans une place mal drainée, mais je parle aux aronis, par exemple. Ça ne dérange pas du tout. Une sorte de carrier, l'érable rouge, plusieurs. Si on parle de plantation d'arbres, Ouais. c'est aussi la sélection de l'espèce va aussi va permettre de planter dans des endroits qui sont peut-être beaucoup moins drainés, par exemple. Souvent, on n'a pas le choix là, de ce où on peut planter. Ouais. Écoutez, ça devient à. Il y a des plantes qui poussent dans tous les milieux. Est-ce qu'on, nous, ça implique, est-ce que c'est des arbres fruitiers? Est-ce que des arbres à noix? C'est sûr, le chêne bicolore,
En anglais, c'est swamp white oak. C'est des arbres qui réussissent bien dans un endroit swampeux. Est-ce que c'est l'endroit aussi qui serait l'idéal pour un projet en termes de circuler, en termes d'accès? Peut-être pas, mais effectivement, d'avoir cette gamme-là possible, les sureaux, ça, c'est sûr que les endroits les plus humides, le sureau, il va quand même pousser. Donc, ça devient dans le choix. Mais plus vous avez un site idéal, plus vous avez un plus grand éventail de possibilités. Si vous êtes vraiment restreint, oui, il y a quand même quelques espèces qui fonctionneraient, mais écoutez, moi, quand j'enseigne ça en France ou en Nouvelle-Zélande, j'en suis absolument ébahi moi j'appelle ça une palette, un peu comme un peintre, là. Leur palette est énorme. Le choix qu'ils peuvent avoir d'essence, c'est tellement plus que nous. Quand j'ai appris que dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, ils pouvaient avoir des fruits 12 mois par année sur les arbres, j'ai pas arrêté de les taquiner que, hey, faut que vous plantez pour sortir dehors et manger du fruit frais à l'année. C'est tellement un luxe que nous, on a quand même notre saison en fruits, je dirais que ça touche quand même à partir de juin jusqu'à la fin octobre, nous, dans le sud du Québec. Certains endroits, c'est pas la fin d'octobre, puis c'est peut-être pas juin, mais à Camerizier, ça a ouvert un tout autre fruit. Cette année, ils sont presque en fleurs et on va avoir des fruits sûrement à fin mai cette année. Alors, c'est l'éventail. Essayez de vous ouvrir un éventail et c'est pour ça que j'ai introduit aussi la notion de vivace. Là, j'ai déjà commencé à manger l'ail des bois dans le verger. Mais ça, c'est une belle récolte. C'est super. Avoir d'autres, c'est pas des fruits, mais c'est des récoltes. L'idée, c'est de faire un lieu qui est comestible qu'en circulant, on mange, on commence à déguster. Ça fait partie du plaisir de la plantation et plus vous avez de possibilités dans votre éventail, euh, plus que c'est plaisant. C'est qui est zone 6? Je pense que c'était une erreur, par exemple. C'est Ah, Élise, OK. mais ouais, elle habite à Montréal, c'est le 5B. B, ouais. Ben, Montréal, il y a une zone 6A, c'est sur la flanc de Mont-Royal. Euh, dans quelques endroits à Westmount, ils ont carrément un 6A parce qu'ils ont flanc sud, bon drainage d'air. Même l'hiver, il ne fait pas aussi froid. C'est des microclimats, mais c'est ça qui crée le. C'est pour ça que Montréal, c'était le verger de Montréal avant, parce qu'il y a des avantages. C'est un bon site. Et sur le bord des grands plans d'eau, c'est aussi un microclimat. Donc, ceux qui sont sur le bord d'un grand lac, là, si vous êtes sur le bord, la rivière, c'est pas pareil comme le lac Manitoba, mais vous avez une saison qui est plus lente à démarrer, mais aussi plus long. Je suis étonné, les gens en baie des Chaleurs, en Gaspésie, des fois, ils s'en vont, ils n'ont pas de gel avant le mois de novembre. Je dis pas de gel avant le mois de novembre. C'est une saison plus longue à l'automne parce qu'une fois que la mer se réchauffe un peu, c'est long à refroidir la mer. Alors, ça, c'est l'effet tampon, la même chose sur le bord des grands lacs. Il y a des endroits que c'est vraiment des très, très bons microclimats. Il n'y a pas certaines plantes que ce serait pas une bonne idée de planter au pied d'arbres fruitiers parce que ça pourrait affecter là, la quantité de nutriments qui est disponible. J'ai essayé énormément de plantes. J'ai jamais vu que les plantes, ça soit eux qui ont causé une réduction du rendement. Même ce que je soupçonne, c'est que souvent, c'est on a un rendement total qui est supérieur parce qu'on ne récolte pas juste l'arbre fruitier.
On peut avoir groseille, sureau, gadelle, ce qu'on veut, le camérisier, ainsi de suite. On a d'autres récoltes qui ajoutent dans la saison, mais aussi qui ajoutent en quantité. La quantité, c'est peut-être des fois pas énorme, mais c'est un ajout. Euh, Et pourtant, on dit toujours d'enlever l'herbe alentour des, des oui, pommiers ou des fruitiers, non? ça, c'est l'herbe. Exact. Parfait. Tu dis bien, Jean-Claude, parce que c'est le seul. L'herbe réagit différemment de presque toutes les autres plantes. Le gazon, les graminées, ils ont un système racinaire euh, qui crée presque une barrière pour ce qui est en dessous. Il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont des espèces comme on appellerait techniquement de savane. Savane, c'est là où on a prairie avec quelques arbres. Les seuls qu'on a au Québec, c'est euh, le chêne à gros fruits, Bur Oak, et le fèvier. Ça, c'est deux espèces typiquement d'une savane qui vont bien réussir avec de l'herbe partout autour, mais souvent avec des animaux qui vont pâturer. Et si on a des animaux, ça change complètement la dynamique parce que l'herbe devient une source de nourriture pour un cycle de nutriments aussi. Alors, ça change. J'ai déjà eu 100 moutons dans notre verger et j'ai jamais eu l'herbe en dessous aussi belle, en santé et diversifiée que quand j'avais des moutons qui pâturaient dans le verger. L'herbe est faite pour les animaux herbivores. Si on a un, on devrait avoir l'autre. Sinon, mais là, l'herbe euh, réagit différemment. C'est dur à quantifier, mais elle n'est pas pareille, l'herbe, dans ce cas-là. L'herbe vraiment en santé qui cycle bien, c'est avec des herbivores. Et ça n'a pas nécessairement besoin d'être des vaches ou des moutons. Ça peut être, moi, j'ai des oies maintenant, j'ai des poules. Et ça aussi, ça aide à cycler, mais la quantité qu'ils consomment est beaucoup moins. Donc, il faudrait avoir quand même beaucoup d'animaux pour avoir l'effet. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les concentre autour de quelques arbres. Ils font le travail, l'herbe répond, l'herbe vraiment prend un renouveau et la diversité de l'herbe augmente et ainsi de suite.